Salut, c'est Max et bienvenue sur le 24e épisode du podcast Tennis Légende. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Si un jour, j'y arrive. Voilà une phrase qui montre la lucidité de notre invité du jour sur la difficulté d'accéder au gratin du tennis mondial. Et pourtant, on a un finaliste en Grand Chelem junior au micro. C'était en Australie début 2020 contre son pote Harold Mayo, numéro 1 mondial junior. Vous aurez reconnu Arthur Cazaux, qui est aujourd'hui numéro 5 mondial. Et il avait eu chaud pendant cette folle semaine en passant à 2 points de la défaite au premier tour, puis en gagnant 2 batailles 7-6 au troisième et en sauvant même 2 balles de match en quart. Avec le jeune et juvénile Arthur, on va surtout parler des juniors aujourd'hui et des spécificités de ce circuit que l'on va comparer à celui des seniors, où notre invité évolue sur les tournois futurs. On revient évidemment sur sa finale en Grand Chelem qu'il nous raconte en détail, et si vous voulez voir le plateau de finalistes de l'Open d'Australie 2020 junior, ainsi que l'armoire à trophées dans la chambre d'Arthur, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Tennis Légende Podcast et pensez d'ailleurs à vous abonner. Cette interview, c'est un peu comme avoir Richard Gasquet très jeune dans sa chambre d'ado. La route est encore longue pour notre jeune invité, mais on lui souhaite la plus belle possible. L'épisode du jour vous est proposé en association avec We Are Tennis par BNP Paribas, puisqu'Arthur fait partie de la team Jeunes Talents qu'ils ont mis en place pour les accompagner à atteindre le haut niveau, grâce à un soutien financier d'une part. Comme on le sait tous, le tennis est un sport coûteux, entre les entraînements et les déplacements aux 4 coins du globe, ainsi qu'un accompagnement en dehors du cours, grâce à des formations pour parler anglais, notamment en conférences de presse, et plus globalement maîtriser des sujets comme la nutrition, les dangers vis-à-vis du dopage et autres utilisations des réseaux sociaux. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail vous plaît, vous pouvez devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. Place au 24e et dernier épisode de cette saison 1 avec Arthur Cazaux. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Arthur, t'es né le 23 août 2002 à Montpellier, département Hérault, région Languedoc-Roussillon. Je précise parce que je suis nul en géo, donc si ça peut en aider certains, on ne sait jamais. Il me semble que Rafa Nadal t'inspire depuis tes 2 ans et demi, élevé à bonne école, mais tu dis avoir plus de similitudes dans le jeu avec Djoko. Tu te déplaces bien, tu contres bien et tu es assez relâché. On t'a aussi comparé à Michael Chang. Bon, pourquoi pas. À 13 ans, tu avais l'opportunité d'aller t'entraîner au Pôle France de Poitiers, mais tu as préféré rester au contact de ta famille, ce qui s'est avéré être un choix payant, puisque 5 ans après, en janvier 2020, tu t'es retrouvé en finale de ton premier Grand Chelem à l'Open d'Australie contre ton pote de 10 ans, Harold Mayo. Tu l'avais sorti 2 ans auparavant en demi de la Copa Barranquilla, sur abandon certes, mais quand même. Vous avez aussi été champion d'Europe moins de 16 par équipe ensemble. Mais cette fois, il a pris le meilleur sur toi, ce qui n'enlève rien à cette semaine incroyable que tu as dû vivre jusqu'à jouer la finale sur la Rod Laver Arena. J'ai écouté ce matin ta conférence de presse d'après-finale. On peut sentir que tu es en cours d'apprentissage de l'anglais, mais tu te débrouilles quand même très bien, ça va. Tu es 5e mondial junior, 950e mondial chez les seniors. Tu as joué 9 futurs pour le moment et remporté ton premier en 2019 à Pretoria, en Afrique du Sud. Vous avez joué le double avec Arthur à l'Open 13 de Marseille. Pas de chance, vous êtes tombé sur Mahut Pospisil. Il y avait mieux comme tirage. Ton rêve est bien évidemment de gagner Roland-Garros. Est-ce que c'est toujours le cas, Arthur? Oui, c'est toujours le cas. Oui. Bon. Ça va pas bouger. Ah bah, très bien. C'est bon ça de l'assumer pleinement. Est-ce que tu peux nous rappeler comment… Bon, alors c'était très tôt, c'était à 2 ans et demi, mais comment tu as découvert le tennis? Bah alors moi, je viens d'une famille où vraiment il y a personne qui joue au tennis. Il y a vraiment personne. Il y a juste mon père qui regardait tous les ans, il regardait Roland-Garros. Et j'ai vu un match de Rafael Nadal et je sais pas pourquoi je sais pas si c'est choqué ou marqué le bon mot, mais en tout cas, genre depuis ce jour, ben je suis tombé amoureux du tennis Ouais. et amoureux de Rafael Nadal. Et je me souviens, enfin je me souviens plus trop, mais c'est ma mère qui m'a raconté que je lui avais demandé de m'acheter une petite raquette de tennis D'accord. parce que je lui avais dit ouais je veux faire du tennis et tout. Elle m'avait dit tu pourras mais que quand tu auras 4 ans parce que les clubs faut avoir 4 ans pour en intégrer un. Du coup elle m'avait acheté une petite raquette de tennis
Ouais. Et j'avais un mur à l'intérieur de chez moi. Et je me souviens, je tapais contre le mur toute la journée en imitant Rafael Nadal, en faisant et en limitant quoi, en faisant waré, waré, le petit signe avec le poing et tout. Et je me souviens, mes parents, ils avaient la tête comme ça parce que ça faisait un bruit, ça résonnait. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Du Comment coup, j'ai été. dès tes 3-4 ans, tu as commencé à faire des haltères bras gauche pour lui ressembler Non, ou... non, alors ça, ah non, j'ai pas du tout pris son côté massif. Je le suis pas du tout, mais par contre, j'ai pris son côté où je suis super motivé, déterminé, quoi. Comment s'est passée ta progression du coup? Est-ce que tu as rapidement senti que tu étais assez doué ou ça a été long au départ? Comment ça s'est passé? Vraiment, je le faisais pour le fun, moi, le tennis. C'était un truc qui, genre, je m'amusais. Moi, je suis très joueur et ça m'amusait énormément. Après, j'étais au début, j'étais au club de Juvignac. C'est à côté, une petite banlieue à côté de Montpellier. En parallèle, je faisais du handball aussi, Ouais. beaucoup. Ouais. Et ça, j'ai fait tennis hand jusqu'à mes 10-11 ans parce que j'étais bon dans les deux. Je jouais au MHB en hand. Ouais. Et du coup, j'étais assez bon dans les deux. Et donc, ma progression au tennis, à 6 ans, j'étais intégré par la ligue. Mhm. Donc ça m'a permis de voir que j'étais dans les bons départementaux et régionaux. Et ça, à 13 ans, on m'a proposé le Pôle France. Ouais. Mais avant, j'avais fait plein de compétitions nationaux, donc je pouvais me situer un peu par rapport au niveau national et j'ai toujours été dans les 4 meilleurs. Donc ça me montrait que j'avais quand même un bon niveau, mais c'est que plus tard où j'ai pu voir mon niveau me situer par rapport au niveau international. J'ai continué comme ça. J'ai arrêté le hand quand j'avais 11 ans parce que le tennis, ça prenait de la place et il fallait que je fasse un choix. J'avoue que le choix était très, très difficile. J'ai pris vraiment quelques jours pour bien réfléchir parce que en hand, je m'éclatais énormément et j'avais un bon niveau aussi. Et finalement, j'ai fait le choix du tennis et je le regrette pas. Et le Et, hand, tu penses que c'est assez physique? Tu penses que ça a permis de te construire un peu physiquement, de t'apporter un bon état d'esprit, peut-être grâce à l'esprit d'équipe? ouais, l'esprit d'équipe, c'est sûr, un sport collectif, ça nous le donne automatiquement. Après, physiquement, peut-être j'aurais eu un peu de mal sur la suite parce que je suis pas hyper formé. Ouais. Mais quand j'étais jeune, mon adresse et ma dextérité avec le ballon, ça suffisait. Mais après, ouais, je regrette pas du tout mon choix. Ce que ça m'a donné, surtout, je le sens au service et tout ce qui est au-dessus de l'épaule, c'est une laxité. Parce que tous les shoots que j'ai fait durant ma jeunesse, ça m'a donné une laxité au niveau de l'épaule. Et sans forcer, j'arrive à servir et se matcher assez fort. Donc pour ça, le hand, ça m'a bien aidé. Tu sers à combien au max, tu sais? À l'Australie, il y avait un radar et j'ai servi à 203 max. Ah, c'est bon, ça, elle était bonne? Elle était bonne, ouais, elle était bonne. Ça descend. J'ai fait un service gagnant, donc j'étais content. Mais c'est sûr parce que en plus, tu vois, moi je fais que 67 kilos, tu vois, pour un mètre 82 3, tu vois. Donc c'est pas énorme et vraiment je joue que sur le relâchement. Après, là, j'essaye de profiter du confinement pour essayer de me renforcer parce que c'est là où j'ai ma plus grosse lacune, je pense, elle est là, c'est physiquement au niveau de musculaire. Mhm. Donc, au fur et à mesure des années, je vais essayer de me forger un physique d'adulte et de professionnel pour rivaliser avec les autres, quoi. On va t'appeler la marmule dans pas longtemps. Et il y a- Peut-être. Qu'est-ce qui a pesé vraiment dans la balance du tennis? Qu'est-ce qui a vraiment fait la petite différence? Parce qu'a priori, ça a été dur de choisir entre les deux. Ouais. Ce qui a fait la différence, c'est que je savais qu'avec le tennis, je pouvais voyager plus. D'accord. Et j'adore voyager, moi. Donc ça a joué sur la balance. Et aussi, de plus, il y avait ce côté où on est voué qu'à soi-même, en fait. On dépend pas d'autres personnes, en fait. C'est que toi. Tu perds tout seul, tu gagnes tout seul. Donc il y avait ce côté un peu être voué à soi-même, quoi. Moi, j'aime bien prendre la métaphore un peu que le tennis, c'est un peu comme des gladiateurs. On est dans l'arène et on est voué à soi-même et c'est essayer de sortir le dernier vivant. Donc il y avait ce côté un peu challenge que j'aimais bien dans le tennis.
Tu dis que tu aimes bien voyager, mais quand tu vas en Afrique du Sud, comme le futur de Pretoria ou en Australie, tu prends vraiment le temps de voir quelques trucs en dehors du tennis? Bah alors c'est compliqué parce que souvent quand on perd, soit on va sur le tournoi suivant, soit on rentre. On n'a pas souvent l'occasion de visiter. Après l'Afrique du Sud c'est pas le bon exemple parce que moi j'avais ma semaine de vacances après la tournée des trois tournois Ouais. et du coup j'avais décidé de rester en Afrique du Sud seul parce qu'en plus je suis un grand fan des animaux et l'Afrique du Sud il y a plein de réserves et je me suis dit c'est l'occasion de faire une réserve ou deux, vu que c'est une de mes passions, les animaux, de profiter au max, quoi. Et Yes. du coup, j'avais pris 4 jours. J'avais la chance qu'il y avait un ami à ma mère qui habitait en Afrique du Sud. Du coup, il m'avait hébergé, et il m'avait accompagné dans les réserves. Donc vraiment, c'était une super expérience. Bon, Mais après, sinon c'est compliqué, ouais, en tournoi. Comme je le disais, soit si on va au bout du tournoi, on n'a pas le temps de visiter. Soit si on perd, soit on va sur le tournoi d'après, soit on rentre. Donc c'est ouais, c'est pas évident, c'est dommage parce qu'on fait énormément de pays dans l'année. On n'a pas l'occasion de visiter, de voir d'autres cultures, de discuter avec les gens du pays parce que c'est hyper enrichissant. Mais on n'a pas souvent l'occasion, quoi. C'est dommage. pour revenir à ta progression, est-ce que tu peux nous faire ton parcours à partir de non classé jusqu'à numéroté? Je crois Bon. que j'ai fait non classé 31. Ouais, Je sais plus à quel âge. J'ai fait 31, 15, 4. ok. J'ai fait donc ça c'est par année. Chaque fois je dis une année, mais je sais plus en quelle année c'était. C'est pas grave. Après j'ai fait 15-4, 15-1, 15-1, 4-6. J'ai fait 4-6, 3-6 parce que je m'étais pété le coude. Ouais. Du coup, j'avais loupé 7 mois de compétition durant l'année. Non, ça c'était non, pardon, je me suis trompé. Non, non, je dis une bêtise. Faut enlever ce que j'ai dit. Non, non, ça c'était. J'ai fait 4-6-3-6 parce que j'ai pas bien joué du tout. Ça, Ouais. c'était l'année où j'ai pas bien joué. J'ai fait 3-6, 1-6. Et c'est là où j'ai fait 1-6-0. C'est là où je me suis pété le coude. C'était en 2016. Et après, et par contre, l'année suivante, j'avais fait 0 numéroté. D'accord. Donc là, t'as explosé. Ouais. Ouais. Et 4. C'était l'année après la blessure. Putain, j'ai peur de dire des bêtises parce que vraiment le classement français, genre je l'oublie complètement. À 16 ans, j'étais zéro. J'ai fait 0 numéro. Ouais, à 17 ans, j'étais numéro. Et après, j'ai fait numéroté. Je suis resté numéroté. Et je me suis reblessé en fait l'année dernière, en 2018. Je me suis pété le pied. L'année dernière, c'est Et il y a 2 ans, putain, pardon. Bon, je dis, tu couperas au montage. C'était il y a 2 ans, ouais, en 2018, je me suis pété le pied. Pareil, j'ai été immobilisé pendant 2 mois et demi. Donc, je pouvais pas marcher pendant 2 mois et demi. Donc, c'était très long. J'ai fait énormément de rééducation dans des centres et tout. Donc, ça, pareil, ça m'a bouffé 5 mois sans compétition. Après, en 2019, j'ai aussi loupé Wimbledon et l'Australie. ouais. C'est l'Australie à cause du pied parce que j'étais en rééducation et Wimbledon parce que je me suis fait une déchirure au psoas sur gazon. Donc j'ai loupé pas mal de compètes et donc ouais, j'ai fait ça. J'ai fait 2016-2017 0 numéro. Après, j'ai fait numéro. Après, je suis resté numéro. Et 4-6, 3-6, t'es passé quoi quand c'est que t'avais si mal joué? Je sais pas, je pense que j'étais pas très structuré. Ma structure d'entraînement, elle était un peu genre c'était la période où je devais choisir entre le pôle France ou rester chez moi. Et j'avoue tout l'été, ça me trottait un peu en tête. J'avais pas fait mon choix et tout. Et je pense quand on a la tête un peu ailleurs, le tennis il est un peu ailleurs aussi quoi, il est donc j'avais très très mal joué l'été. Et je pense que c'était peut-être dû à ce choix que j'avais du mal à choisir ma structure. Et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP avant de nous raconter l'évolution chez les juniors? On va passer par là. Ouais. Mon premier point ATP, c'était récemment, c'était en Afrique du Sud. J'avais fait 2 tournois professionnels. J'en avais fait un à Johannesburg, donc c'est là que j'ai pris mon premier point. T'as ressenti une fierté particulière ou tu t'es pas forcément attardé dessus?
Bah ouais, bah quand même le premier point ATP c'est quelque chose quoi. C'est notre premier point. J'espère que c'est le premier d'une longue série. C'est pour ça qu'on s'entraîne quoi, pour essayer de gagner le monter au classement et donc ouais non forcément ça, bah, je vais m'en souvenir toute ma vie je pense de ce premier point à Yes. Johannesburg. Donc derrière, tu gagnes le troisième tournoi sur la tournée, c'est ça? Alors non, je l'ai pas gagné, j'ai perdu en finale. Ok. J'ai perdu en finale, mais c'était une finale de fou. Ça a fait 7-6, 6-7, 7-6, 8-6 au tie-break. Ah ouais, merde. Donc c'était non, j'ai pas eu de balle de match, mais j'en ai sauvé 5. Ouais. Mais au final, j'ai perdu, mais c'était une finale de fou parce que bah, c'était hyper serré et surtout c'était atypique parce que c'était en altitude et je me souviens, mon adversaire et moi, on était mais complètement en chauffe au service. Ok. Et du coup, ça faisait que servir. Moi, j'avais mis 18 aces durant le match et lui, il en avait mis 18 aussi. Et on avait eu un truc genre 65% de première balle ou 70. Enfin, ça faisait que servir. Donc, c'était un peu chiant. Mais par contre, c'était un suspense de dingue. Et non, je garde un bon souvenir de cette finale malgré la défaite à l'arrache. Ouais. Euh, mais j'en garde un bon souvenir. Je crois que en France ou en Europe, ça n'a pas été aussi simple dans les futurs. Est-ce que tu as vu une différence de niveau en Afrique du Sud? Bah alors moi j'ai pas fait énormément de futurs, j'en ai fait du coup un à Toulouse, j'avais une wildcard donc c'était un 25 000. Bah le niveau c'est sûr le niveau en France il est un peu plus élevé qu'en Afrique. Après j'en ai fait deux à Tabarka. Bah, je suis tombé deux fois sur la tête de série 3 et je perds deux fois à l'arrache. Mais ouais, je pense le niveau est un peu plus fort en le Maghreb un peu et l'Europe c'est un peu plus fort que l'Afrique noire parce qu'il y a ben, il y a moins de monde et moins de personnes vont dans ces tournois. Mais après le niveau reste quand même assez élevé, mais c'est sûr comparé à l'Europe ou le Maghreb il est un peu moins élevé. Ouais. Et ouais j'ai eu un peu plus de mal à marquer de points sur ces tournois. Bon, là, on est en plein confinement, c'est un peu compliqué, mais au niveau ATP, c'était quoi ton objectif de 2020? Mon objectif de 2020, c'était bah, essayer de finir l'année autour de la 500e place. C'était mon objectif. Ouais. Essayer de monter Pro- et essayer de gagner mon premier futur, quoi. T'avais une programmation de combien de tournois futurs? Alors beaucoup là, bah, l'année 2020, c'était l'objectif, c'était de faire beaucoup de tournois futurs pour monter au classement parce que j'en ai pas fait beaucoup Ouais, et faire que les grands chelems juniors et les tournois plus importants, le master par exemple. Ouais, une douzaine, je pense, de tournois futurs d'accord. programmés cette année. Ton coach, c'est ton coach depuis toujours ou c'est récent? Tu peux nous en parler un petit peu? C'est pas depuis toujours, mais c'est pas récent non plus. Ça va faire presque 6 ans que je suis avec lui, donc ça D'accord. fait pas mal de temps. Avant, j'ai eu des coachs. Je suis souvent resté longtemps avec mes entraîneurs. J'ai eu mon premier coach, je suis resté 5 ans. Après mon deuxième, je suis resté 5 ans aussi. Là, ça va faire presque 6 ans. Je pense que la continuité, c'est important dans le tennis. C'est pour ça que je restais souvent avec mes entraîneurs. Arthur nous disait qu'avec Thierry Tulane, il avait la sensation d'avoir comme une relation. Harold, Harold. Harold, pardon, excuse-moi. Au montage aussi. Ouais. Harold me disait qu'avec Thierry, il avait la sensation d'avoir presque une relation comme avec un deuxième père, tu vois. Est-ce que tu peux en dire autant ou toi, ça reste très différent? Comment tu vis D'ailleurs, Euh, comment tu vis la relation? comment? Comment s'appelle ton coach et comment tu vis votre Ju- collaboration? Mon entraîneur, c'est Julien Gillet. Alors moi, je le vois pas comme un deuxième père parce que moi, je suis très famille. J'ai genre vraiment la famille, c'est important. Mais par contre, c'est sûr, on passe énormément de temps ensemble sur les tournois et tout. Ouais. Donc forcément, il y a une relation particulière parce qu'on passe énormément de temps ensemble. On doit se supporter. Donc c'est non, la relation entraîneur-joueur, c'est une relation importante et il faut bien s'entendre, quoi. Est-ce que tu as une aide de la Fédé ou tu es complètement indépendant vis-à-vis de la fédération? Ah non, la fédération m'aide beaucoup. Depuis qu'en fait Giudicelli est arrivé au pouvoir, il a mis en place ça s'appelle des projets bleus-verts et vraiment ça aide énormément les projets privés comme moi et sur ouais financièrement ça a été un gros plus pour mon projet parce que c'est projet privé ça coûte ça a un coût et l'aide de la Fédé nous a bien aidé. Bon, pour revenir aux juniors,
qui est peut-être un poil plus d'actualité. Je crois que tu avais fait 2 Roland Junior avant l'Australian, c'est ça? Ouais, mon premier junior, c'était Roland Garros en 2018. Ensuite, j'avais fait Wimbledon en 2018 aussi, l'US Open. Donc en 2018, j'en avais fait 3. D'accord. J'avais fait Roland, oui, mais l'US. En 2019, ben, j'avais loupé l'Australie parce que je m'étais pété le pied. Après, j'avais fait Roland en 2019. Après, j'avais loupé Wimbledon à cause de ma déchirure au psoas. Mhm. Et j'avais fait l'US. Donc en 2019, j'avais fait Roland et l'US. Et du coup, là, en 2020, ouais, l'Australie. Est-ce qu'on peut commencer avec Roland et nous dire ce que tu ressens quand tu arrives en plus, vous les juniors, vous êtes en 2e semaine à chaque fois, c'est juste énorme. Ouais. Comment Ouais. comment tu vivais le truc? Pour Roland, c'est exceptionnel. On sent que l'engouement, c'est pas le même que sur les autres grands chelems. C'est l'ambiance, elle est différente. Ben, on est porté, on a le public qui est derrière nous, qui vient nous voir sur les matchs, alors que dans d'autres grands chelems, vu qu'on est étranger, ben il y a forcément un peu moins de monde qui viennent nous voir. Ouais. Mais non, à Roland, l'ambiance, elle est exceptionnelle et en plus on est transcendé quoi, parce on est hyper motivé de jouer. Ben, c'est un grand chelem mythique pour nous Français Ouais. et de vouloir aller le plus loin possible, ben, chaque fois on est transcendé quoi. Quand on rentre sur un cours n'importe lequel, que ce soit un cours annexe ou un cours où il y a un peu plus de monde, on a la même objectif et la même rage pour vouloir bien faire en fait. Vous avez les mêmes vestiaires et les casiers à côté des pros ou comment ça marche? Chez les juniors, on a le vestiaire sous le Suzanne, donc ouais, on croise des pros et c'est marrant de croiser des Joko à 1 mètre dans le vestiaire, ça fait drôle. Tu as une ou deux anecdotes avec des joueurs pros ou finalement il n'y a pas tant de contacts que ça? Oui, on a quelques contacts avec les joueurs français. Mais après, ouais, j'ai une anecdote, le Roland 2018. Moi, comme tu l'as dit, je suis un grand fan de Rafa et j'étais en salle de muscu et j'allais poser mes affaires. Et là, je vois quelqu'un qui pose ses affaires aussi. C'était lui, c'était Rafa. Et du coup, forcément, je voulais prendre une photo, mais j'étais tellement stressé. Je ne savais pas, je me posais 10 000 questions à la minute. Est-ce que je lui prends une photo? Non, laisse-le. Il fait sa séance. Peut-être après et tout. Et finalement, je l'ai pas fait sur le coup. Ouais. Et j'ai fait ma séance de physique, mais je faisais que le regarder et je me posais tout le temps des questions. Est-ce que je vais le voir? J'espère qu'il va pas partir. Tu rates ta chance, mais si, mais non. Enfin, j'étais dans un stress et je me souviens, je voyais qu'il avait fini sa séance Ouais. et là, je discutais avec mon entraîneur et mon entraîneur, il me disait, ouais, mais quand même, tu vas lui demander une photo. Et moi, j'osais pas du tout. Alors que pourtant, je suis pas du tout stressé à aller demander une photo à un joueur. Mais là, c'est parce que c'était Rafa. J'étais dans une panique, un stress que j'avais pas auparavant. Et du coup, c'est mon entraîneur qui est allé le voir, qui lui a demandé si je pouvais prendre une photo et il a dit oui avec le sourire. Et du coup, j'ai une photo avec Rafa. C'était un super souvenir, quoi. Et vraiment, il a été super cool. Enfin, c'est Rafa, quoi. Il est hyper humble, comme on le sait. Et si tu avais croisé Exceptionnel. Roger, tu penses que tu te serais posé autant de questions? Ouais, je pense quand même. Je pense quand même. Peut-être moins de stress, mais je pense parce que c'est une légende du tennis aussi. Même si je suis pro Rafa, forcément j'ai un immense respect pour ce joueur parce qu'il tous les titres qu'il a gagnés et il a marqué l'histoire du tennis. Donc Et Karlovic, tu serais allé lui demander une photo? je pense qu'il serait pas rentré dans le cadre de la photo, mais mais non, ouais, peut-être pas. Je suis méchant, mais peut-être pas. Je peux aussi, je serais allé lui demander une photo, mais non, je pense que j'aurais eu moins de stress, c'est sûr. T'as fait quel résultat du coup la première année à Roland? La première année à Roland, je l'avais perdu au premier tour sur le 5e mondial. Mais c'était une super expérience. C'était mon premier grand chelem. Donc j'étais un peu stressé, mais par contre c'était une super expérience et ça m'a de faire les grands chelems juniors tôt comme ça avec 2 ans d'avance, ça m'a permis d'acquérir une expérience et c'est pour ça que j'aime mieux jouer après sur les autres grands chelems. 2 ans d'avance parce que tu étais vraiment en avance sur les temps de passage en termes de classement, de niveau? Ah non, pas du tout, non, non, c'est juste j'avais fait un bon début de saison.
Ouais. Du coup, ça m'avait permis d'intégrer le tableau final de Roland. Mais non, parce qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus précoces que moi. Quand on voit un Holger qui, lui, il l'a gagné l'année dernière avec 2 ans d'avance. Aliassime, non, je pense que c'était un bon temps de passage, mais c'est pas très bon et exceptionnel, quoi. Il y en a. Tu te situais où chez les jeunes par rapport aux meilleurs français? Ben, en 2018, ben, il y avait Harold et moi qui étions dans le tableau final. Ouais. Et on faisait partie des 4 meilleurs de notre catégorie. Ben là, en 2020, on l'est encore. Ouais. Harold qui est numéro 1 et moi numéro 4. Donc, Mais avant, chez les Benjamin, Minim, Cadet, tu étais dans quelle position? j'ai toujours été dans les 4. Les années où je m'étais blessé, ben forcément, moi, au classement, j'étais redescendu. Au niveau national, j'ai toujours été dans les 4. J'ai, par exemple, le championnat de France en les dates. Je me perds dans les dates. Mais premier championnat de France, je l'avais perdu en demi. Après mes deuxièmes championnats de France, j'avais perdu en finale. Donc, tu vois, c'est pour se situer un peu au niveau national. Et ton meilleur résultat à Tarbes, c'est quoi? Ah, ça, c'est la question qu'il faut pas me poser, ça. Non, à Tarbes, j'ai perdu au premier tour 2 années d'affilée. Donc, vraiment, je suis. Tarbes, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Bah après, c'est pas une excuse, mais j'ai pas eu des tableaux faciles. Ouais. Première année, je perds sur le demi-finaliste et deuxième année, je perds sur la tête de série 1. Pour revenir aux juniors, j'ai vu sur une interview de 2018 où tu disais que tu intégrais le top 100 junior. Est-ce que c'est un objectif qu'on se fixe, le top 100 junior, un peu comme chez les seniors finalement? Ben en fait, c'est des objectifs, mais à court terme. Moi, c'était un objectif à court terme. C'est une étape. Ben moi, c'était en 2018. J'avais 15 ans et demi. C'était mon objectif d'intégrer le top 100 pour après intégrer les grands chelems, pour faire les grands chelems juniors. Parce qu'en junior, en fait, quand on fait les juniors, l'objectif c'est pas un classement. En fait, c'est plus jouer les grands chelems juniors Ouais. parce que c'est une expérience de fou. Jouer sur des cours, côtoyer les pros en grand chelem, c'est une expérience qu'on retrouve pas sur les autres tournois. Donc c'est pour ça que je m'étais fixé ça comme objectif à court terme. Parce que je pense que c'est important de se fixer des objectifs à court terme pour, avec ces objectifs, se fixer des objectifs d'entraînement. Donc C'est des tableaux de combien, les tableaux finaux de Grand Chelem? Grand Chelem, c'est 64. Et chez les seniors, c'est Il y a 7 matchs, je crois, ouais, il y a 6 matchs pour arriver en finale. ouais. Donc il y en a 7 en tout, c'est 128 ou 256, je crois, hein. Tu sais combien de joueurs il y a chez les juniors? Parce que chez les seniors, il y a à peu près 1500 joueurs au classement. Tu vois, quand tu as Ouais. un TP, tu es dans les 1500, on va dire. Chez les juniors, vous êtes combien au départ? Je me souviens, moi, j'avais gagné mon premier point. C'était il y a 4 ans, mon premier point junior, et je devais être 1900, D'accord. quelque chose comme ça. Donc c'est pareil que chez les pros. Ah, c'est une bonne jungle aussi. Ouais. Ok. Ouais, ouais. D'accord. Bon, alors tu arrives à Wimbledon, tu découvres un peu avec tes chaussures à picot. Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce gazon et dans cet écrin assez surréaliste? J'ai adoré. Vraiment le gazon. L'année dernière, j'étais vraiment très très déçu de pas participer à Wim parce que c'est c'est un de mes grands chelems préférés. L'ambiance, la zénitude qu'il y a sur ce grand chelem. Et on sent qu'il y a une histoire, une grosse histoire derrière ce tournoi. Et Ouais. vraiment, j'avais adoré jouer sur gazon. J'ai adoré le gazon. J'ai adoré l'ambiance en Angleterre, que ce soit les tournois de préparation ou Wimbledon. Enfin, vraiment, la tournée sur gazon en 2018, j'avais pris énormément de plaisir. Hormis Wimbledon, il y a quel tournoi chez les juniors sur gazon? Chez les juniors, il y a Roehampton, c'est le tournoi juste avant Wimbledon, où il y a, chaque fois il y a les mêmes joueurs qu'on retrouve à Wimbledon, donc c'est un bon tournoi de préparation. Ouais. Et ils en ont rajouté un, Nottingham, juste avant Roehampton. Petite anecdote à raconter sur Wimbledon ou la tournée sur gazon? Ah oui, j'ai une anecdote à Wimbledon. Un jour, sur les cours d'entraînement, il y avait 4 cours alignés. Il y avait premier cours, il y avait Rafael Nadal. Deuxième cours, il y avait Roger Federer. Troisième cours, il y avait Serena Williams. Quatrième cours, il y avait Novak Djokovic. Donc sur 4 cours, tu comptes le nombre de grands chelems, le nombre de vainqueurs de grands chelems, c'était incroyable. Donc tu avais 4 légendes du tennis qui s'entraînaient côte à côte sur 4 cours alignés.
Et il y avait un monde qui regardait ces entraînements. Tu dis qu'à Wimbledon, on sent que c'est un lieu chargé d'histoire. Tu t'es renseigné un petit peu sur justement l'histoire autour de ce tournoi? Tu en sais quelque chose? Ouais, forcément on la connaît. Enfin c'est un des plus vieux. C'est un grand chelem qui ça fait très très longtemps qu'il existe. L'histoire, je la connais pas plus que ça, mais j'avais vu à Wimbledon, il y a pas mal de petites photos, enfin d'images qui datent d'il y a très longtemps. Et du Ok. coup, c'est marrant de voir toutes ces photos. Bon, je te rassure, Arthur, je suis pas calé plus que ça. Je sais que il me semble que c'est le plus vieux tournoi du monde. Ouais, C'est un peu le berceau du tennis. Maintenant, quand on se refera un Skype ou un Zoom dans 5 ans, promis, je t'apporterai un peu plus de nouveautés. avec Quel, plaisir. quel a été ton souvenir, enfin ton résultat, pardon, à Wimbledon du coup? Alors, en 2018, j'avais perdu au deuxième tour sur le vainqueur, Tseng. D'accord. Et du coup, en 2019, je l'ai pas fait. Et alors l'US, est-ce que tu t'es envoyé quelques hot dogs? Non, non, non. En tournoi, je reste focus dans mon projet, quoi. Yes. J'essaye de pas dériver, de pas trop sortir, mal manger. Donc, non. Mais je me suis fait quand même aux États-Unis. Je me suis après le tournoi un bon hamburger quand même. Qu'est-ce que tu as Euh, pensé de l'ambiance sur le tournoi, de cette effervescence, de la musique? Moi, j'avais bien aimé l'ambiance. Les Américains, ils sont chauds de toute façon. Ils mettent l'ambiance. En plus, il fait bon souvent à cette époque à New York. Donc non, le tournoi très très sympa. Ouais. Ouais. Un souvenir en Ouais. particulier? Un souvenir. Oui, j'en ai pas mal. J'avais vu sur le cours Arthur H, qui est le cours, je trouve, le plus impressionnant du Ah, circuit. Il pourquoi? est immense. Ok. Il est en plein milieu. Je sais pas si t'es déjà allé à l'US, mais il est en plein milieu du site et tu vois que ça, quoi. Et il est incroyable. Et j'avais vu Nadal jouer sur ce court, sur Basilashvili. Le niveau de jeu était monstrueux Ouais. et et l'ambiance. Enfin, dès que ça, je crois, il peut accueillir 20 000 personnes, un Ouais. truc dans ouais 20 000 ou plus. Et Je crois que dès c'est que 25. les gens ils applaudissaient, il y avait un vacarme. C'était impressionnant. On ressent pas la même ambiance sur d'autres grands cours. C'est vraiment ça, cette résonance. Enfin ouais, le cours est vraiment impressionnant, quoi. Il me semble que c'est 24 000 et quelques, et ouais, c'est C'est ça, ouais. la plus grosse capacité, c'est assez incroyable. Tu nous as dit ton résultat, je me souviens plus. Première année, j'ai fait 2 fois deuxième tour là-bas, 2018-2019. J'ai pas eu des super résultats là-bas. D'accord. Mais pourtant, j'ai bien aimé le tournoi. J'ai pris plaisir à jouer là-bas. Forcément, c'est un grand chelem. On prend énormément de plaisir à jouer en grand chelem, mais j'avais pas eu de super résultats. Est-ce que tu peux nous parler de ta prépa foncière de l'hiver dernier, donc l'hiver 2019, et est-ce que tu sentais quelque part arriver cette finale, tu vois, de Grand Chelem? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu avais une intuition? Déjà, la prépa, et après, La prépa. peut-être. Alors moi, j'ai pas fait beaucoup de prépa foncière parce que ça faisait deux années où 2016 et 2018 où je ratais la prépa foncière à cause de blessures, Ouais, de grosses blessures. Du coup, on avait décidé avec mon coach de faire une prépa foncière très courte de 3 semaines et d'accord. de plus de matchs en fait. Et du coup, j'avais fait une tournée Mexique, Floride avec le Mondial Juvenil au Mexique, qui est un gros tournoi junior, et Edir et Orange Bowl, qui sont deux aussi gros tournois juniors. Ok, Euh, et du coup, j'avais bien marché là-bas. J'avais fait beaucoup de matchs. ouais, J'avais beaucoup matché. Et donc ma prépa n'a pas été énorme. Et après, donc pour la suite, là, tu parlais de si ouais. j'avais en tête de faire une finale de Grand Chelem, forcément c'était dans mes objectifs de 2020. C'était faire une finale et essayer de gagner, remporter un Grand Chelem. Je savais que j'en avais les capacités. Je me disais pas ouais, tu vas faire une finale parce que le niveau est tellement serré en junior. Il peut tellement avoir de vainqueurs différents, je trouve, qu'on sait jamais, tu vois. En plus, c'est un bon exemple. Mon parcours à l'Australie, plusieurs fois, j'ai pu passer à la trappe. Ça montre que le niveau est hyper homogène, quoi. T'étais combien avant l'Open d'Australie, junior? J'étais dans le top 10. Je crois que j'étais 10 ou 9. D'accord.
Ouais, Et, t'étais. et du coup, après la tournée, parce que j'ai fait une bonne tournée en gagnant Intra-Argonne le tournoi avant et finale, du Ouais, coup, je suis monté 4. c'est bon ça. À quel moment t'as failli passer à la trappe et comment t'as vécu cette semaine? Est-ce que tu peux nous faire le film un petit peu? Alors, pour faire le film, alors premier tour, je joue un Polonais, je perds 6-4, 6-2, je perds 6-2, 5-4, 30-15 sur son service. Wow. Donc c'était donc à 2 points de Ouais. et vraiment j'étais vraiment pas dans un bon jour. Genre c'est vraiment pour ceux qui connaissent le tennis, c'est le jour où tout ce que je touchais, ça allait pas du tout où je voulais. T'es Donc tendu? c'était une ouais, j'étais un peu tendu et même ouais, je pense un peu de tension du premier tour quoi. Les premiers tours, c'est pas évident chaque fois et vraiment c'était dur et j'ai réussi à tourner le match et j'ai été super fier de moi après le match parce que j'ai réussi à inverser la tendance, à remporter le 7-7-6 et après par contre au troisième j'ai réussi à me libérer un peu plus, à jouer mon tennis et du coup je l'ai emporté 6-2 et j'étais ouais ouais ça faisait ça et par contre cette victoire elle a fait énormément de bien parce que passer à la trappe au premier tour ça aurait fait mal. En plus j'avais fait un bon résultat avant mais j'étais super fier parce que mentalement j'ai été bon et aussi physiquement j'ai tenu donc j'étais content. Et après deuxième tour j'ai mieux abordé le match, j'ai gagné 6-4 6-1 Ok. contre un bon joueur donc c'était mieux. Troisième tour, je joue un bon joueur aussi. Alors au classement qui était pas dans les têtes de série, mais qui sur la surface jouait très très bien parce qu'il avait un gros service et les cours annexes de l'Australie avec la chaleur, ils vont très très vite. D'accord. Et là, pareil, c'était match très très serré. Je gagne en 3-7, je gagne 7-6 au troisième et 10-4 c'était 10-5 au super tie-break parce qu'en fait le troisième set, le tie-break au troisième set en Australie, c'était un super tie-break Ok. et j'avais gagné 10-5 et pareil, à 5-4, il servait à 5-4 au troisième, il servait pour le match. Il menait 4-2 aussi. Et à 4-2, il a eu 2-5-2. Donc c'était pareil au troisième, c'était très très tendu. Et surtout, c'était chaud parce qu'à 5-4 service à lui, ça faisait 2-7. Je ne l'avais pas breaké. Est-ce que chez les juniors, Comment? il y a beaucoup plus de breaks ou est-ce que, mine de rien, chacun garde plutôt bien son service? Je pense qu'il y a un peu plus de break que chez les pros, Ouais. mais ça dépend les matchs. Mais là, en Australie, les conditions étaient assez rapides parce qu'il faisait assez chaud. Et il y a quand même quelques très bons serveurs chez les juniors. Par exemple, en demi, j'ai joué un laiton en demi de l'Australie. Il a servi quand même à 224 km/h contre moi. Je peux te dire que je l'ai eu dans la raquette. Ma raquette, elle a vrillé un peu. Je l'avais dans la raquette, mais elle est arrivée direct dans le filet. Enfin, ça m'a fait bizarre, hein. C'était la première fois que je jouais un mec qui servait aussi fort. C'est un géant le laiton là en question? Ouais, ouais, il fait géant et il est stock quoi. Un bon Golgoth, un bon laiton comme on les aime. Et du coup voilà, donc en huitième, je gagne à l'arrache 7-6 au troisième, mais pareil, j'ai eu une super attitude parce qu'il y a eu plein de moments tendus où je jouais moins bien et j'ai réussi à rester dedans. Donc et après quart de finale, je joue la tête de série 2, donc un gros client, l'américain Dame. Et là, je gagne 7-6 au troisième aussi, Ok. 10-4 au super tie-break. Et Ok. j'ai sauvé 2 balles de match à 6-5 pour lui. J'ai sauvé 2 balles de match. Donc c'était tendu aussi. Ouais. Et après, en demi, je gagne en 3-7 sur le Golgoth. Ok. Je gagne en 3-7 sur le Golgoth. Et après, en finale, voilà, je perds sur Harold. Mais vraiment, c'était une super semaine. Je pense là où j'étais très fier de moi, c'était le côté mental. Mentalement, je trouve, j'ai été très bon. Et c'est grâce à ça c'est grâce à mon mental que j'ai pu et c'est en finale parce que en étant honnête, j'ai pas eu un niveau monstrueux durant la semaine, Ouais. mais j'ai été bon et efficace au moment important et malgré des niveaux de jeu à des moments où j'ai pas pu bien jouer, grâce au mental, j'ai su rester dedans et je pense que c'est grâce à ça que je suis arrivé en finale, quoi. Après, Bien joué, Arturo. Est-ce que tu as lu le bouquin Winning Ugly de Brad Gilbert? en plus, je crois que je l'ai. J'ai un livre de Brad Gilbert qu'on Ouais. m'avait offert. Je l'ai pas fini encore,
Et C'est ce que tu disais sur le premier tour, c'est vraiment gagner dans un jour sans, gagner ouais, sans avoir de bonnes sensations. Et au final, c'est un peu la clé pour gagner en confiance et puis ouais, progressivement t'exprimer, quoi. Bien, donc c'est on est à sûr. cette finale sur la Rod Laver Arena. Qu'est-ce que tu ressens avant de rentrer sur le court? Est-ce que tu as le cœur qui bat à 10 000? T'es comment? Bah, je suis super excité déjà parce que déjà quand on rentre sur le court, c'est l'entrée avec tous les vainqueurs de l'Australie. Je vois Nadal, Federer, je vois tous les grands noms du tennis, donc ça fait quelque chose. Et super excité. Même on a pu s'échauffer sur le Rod Laver 1 heure avant notre finale. Ouais. Et c'était incroyable quoi, les balles quand j'ai tapé la balle et tout, c'était. Et par contre, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est la différence de lenteur. La lenteur du cours par rapport au cours annexe, ça m'avait vraiment marqué. C'est à cause de quoi, selon toi? À cause de quoi? On m'avait dit que il avait plu en plus. Il pleut de temps en temps en Australie. Et ben, que les cours extérieurs ils sont pas bâchés, donc ça les use plus. Du coup, ils sont plus lisses. D'accord. Et alors que le Rod Laver, il y a un toit, donc Jouer ton pote, tu te disais quoi? Tu le vivais comment? ben forcément c'est une finale franco-française, c'est un peu, c'est pas bizarre, mais ça fait quelque chose. J'avais déjà l'habitude de jouer des potes en match, donc je savais quand même comment gérer le truc. Harold aussi, on sait comment le gérer. Ouais. De toute façon, sur le court, même si on s'entend bien à l'extérieur, sur le court, on veut gagner. Je pense sur cet aspect, je l'ai bien géré. Après, là où j'ai été moins bon, c'est en fait, le premier set, il a été très bon de part et d'autre. On a eu un bon niveau de jeu. Ça s'est joué à quelques points où il m'a breaké sur un jeu et du coup, il a emporté 6-4. Et je pense que j'ai fait une erreur de tactique au second. J'ai voulu me précipiter, marquer les points plus rapidement en 2 coups de frappe, et c'est pas trop mon jeu. Et du coup, je me suis pris 6-1 au deuxième, et alors que je pense avec du recul, j'ai revu le match plusieurs fois parce que c'était enregistré. J'ai revu le match plusieurs fois et je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais dû rester dans ma ligne de mire qui était d'être patient, de jouer mon jeu Ouais. et de voir ce qui se passe, parce qu'au premier set, ça s'est joué à rien. Si j'avais continué dans cette tactique, peut-être j'aurais eu des occasions. On ne sait jamais. Mais donc voilà, un peu déçu sur le plan tactique au second set. En voyant ce cours immense, un peu vide au final, parce que forcément, c'est tellement grand et puis ça, Ouais. voilà, c'est comme ça. C'était pas trop frustrant de se dire, putain, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de monde ou quoi. Qu'est-ce que t'en pensais au moment où tu jouais? Si forcément, parce que c'est vrai que je sais pas il était vide. Il devait y avoir une centaine de personnes, mais on les voit pas tellement le cours est grand. On a l'impression qu'il y a 2 personnes. Mais ouais, c'est vrai, ça faisait un peu bizarre parce que l'ambiance était un peu morte, ouais. Et il y avait pas trop de monde, et du coup, quand on s'encourageait, on s'entendait de partout. Ouais. Même quand on se parlait, vu que l'ambiance était un peu morte, c'est vrai, ça fait bizarre que durant la semaine où on a joué sur des plus petits cours, où il y avait moins de monde, devait y avoir 60 personnes, mais l'ambiance était différente parce que c'était plus petit, du coup, on entendait mieux le public, donc forcément, ça a fait bizarre. Ben, d'ailleurs, au début du match, on était un peu timide Ouais. sur l'attitude, on n'osait pas trop s'encourager, que ce soit Harold ou moi, donc après, on s'est un peu plus libéré sur l'attitude, mais ouais, c'est vrai que ça a fait un peu bizarre. Harold s'est un peu enflammé. Il m'a dit qu'il y avait environ 500 personnes. Ah, 500. Peut-être c'est moi qui suis pas lucide, mais 500, je pense pas quand même. Je pense pas. Est-ce que tu es du genre à beaucoup regarder ton coach, à beaucoup chercher de soutien ou t'es plus dans quel style, toi? Ouais, ouais, j'aime bien regarder mon staff quand je suis pendant le match, surtout quand il y a des moments un peu compliqués. T'as le plateau de finaliste là quelque part? Tu peux nous le montrer? Ouais, il doit être derrière. Parce que j'ai tous mes trophées qui sont dans le placard. Ah Du bah coup, vas-y. Balourde, ouvre. allez. Donc là, Énorme. il est là. Génial, c'est bon ça. Énorme. Bravo. Putain, je me vois Est-ce dedans. qu'on le voit bien? Magnifique. Ah Magnifique. ouais. Ouais. Non, c'est une super expérience.
Au niveau des médias, est-ce que ça a été un boom auquel tu t'attendais pas forcément ou comment ça s'est passé? Ouais, ouais, carrément. Ouais, parce que quand je me suis approché des quarts de finale et demi et finale, après chaque match, je devais avoir au moins 5 interviews. Et Ouais. vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pas du tout habitué à ça parce que sur les autres tournois, les juniors, on s'en fout un peu quoi. Mais il y a pas autant de médiatisation, d'ampleur pour les tournois juniors. Et là, vraiment, ouais, ça m'a fait drôle. On m'escortait pour aller me faire interviewer. Je me disais, mais je suis qu'un junior, je suis pas un professionnel. Hein. Du coup, ça m'a fait un peu bizarre, mais c'était une bonne expérience. Ouais. Il y a des conférences de presse dès le premier tour ou- Non, alors non, les premiers tours c'est plus la FFT, enfin plus l'ITF qui font des petits interviews, mais quand on approche les demi, il y a plus des plus gros médias français qui viennent nous interviewer, aussi pour l'Australie, enfin donc c'est plus. T'aimes bien te prêter au jeu des sollicitations médiatiques ou ça te saoule? Bon, non, non, ça va, j'aime bien. Ah bah, après, c'est sûr quand à un moment ça avait duré longtemps. Quand ça dure longtemps, ça peut être après un match. En plus, on n'a pas pris, des fois on n'a pas pris de douche et tout. Ça peut être un peu long, mais non, moi j'aime bien. Ben, de toute façon, si un jour j'y arrive, il y en aura beaucoup comme ça. Et donc, si moi c'est ce que je me dis. Je me dis si je me fais interviewer, c'est que c'est bon signe, c'est que je joue bien, que je progresse bien, donc Ouais. donc non, je prends du plaisir. Il y a des contrôles antidopage chez les juniors ou pas encore? Ouais, Ouais. ouais. Ben après notre finale en Australie, on a été contrôlé, Ouais. Carole, et j'avais déjà été contrôlé une autre fois quand j'avais fait un stage de Coupe Davis avec l'équipe de France et j'avais été contrôlé aussi. Vous avez des cours spécialisés pour répondre aux médias ou tout ça est finalement assez spontané? Non, c'est assez spontané. Après, moi, je fais partie d'un groupe BNP Paribas Jeunes Talents Ouais. qui m'aide. C'est un projet qui aide les jeunes talents français, jeunes joueurs français. Et ils organisent de temps en temps des séminaires et ils nous avaient déjà fait du média training un peu. Donc c'était pas mal. Mais sinon, non, on n'a pas de cours spécifiques T'as pour des les cours autres. d'anglais en accéléré ou même pas? Ouais. Alors ouais, ben moi j'ai mon bac cette année donc je prends des cours d'anglais. D'ailleurs, mon anglais a progressé par rapport à l'Australie parce que c'est vrai que mon interview en Australie était pas terrible en anglais, Ouais. mais là j'ai quand même un peu progressé sur mon anglais, sur mon accent, donc c'est mieux. Mais ouais, donc avec le bac, j'ai des cours d'anglais Ouais. et mais de toute façon même après le bac, je pense que je vais continuer à prendre des cours d'anglais parce que ben, l'anglais, c'est la langue internationale. On peut communiquer de partout avec. Et surtout, essayer de pas être ridicule sur une interview ou une conférence de presse. Tu passes Donc un c'est bac quoi important. là? Bac scientifique, un bac S. Ça va, t'es bien? Ça va, je suis bien. J'ai encore des devoirs à rendre parce que là, du coup, c'est passé avec le contrôle continu. Ouais. Donc j'ai pas mal de devoirs à rendre, mais normalement ça devrait bien se passer parce que j'ai eu des bonnes notes, donc normalement ça devrait aller. Et pour le bac, comment ça va être organisé avec cette histoire de déconfinement? Bah du coup c'est comme je le disais, c'est contrôle continu, donc moi je suis avec le CNED, je fais les cours à la maison, Ah d'accord, il mais n'y a on pas a d'examen final. ouais, non non, c'est que pour les candidatures libres qui D'accord. je crois ils le passent en septembre. Ok. Mais donc pour moi je suis au CNED, donc je fais les cours à la maison, mais on a un bulletin, on a des bacs blancs. Ouais. Donc c'est en contrôle continu. Oh, Et c'est easy du coup ou tu peux tricher un peu ou pas? non, ben il y a non, on peut. J'évite parce que j'essaie d'être réglo quand même parce que sinon c'est un peu se voiler la face. Non, alors par contre j'ai des profs qui m'aident forcément pour les cours Ouais. et qui me donnent un peu des astuces pour les contrôles. Ouais. Mais après je vais pas m'amuser à tricher tout le contrôle quoi parce que sinon. C'est pas genre t'as le livre sur les genoux, je te vois. Non, 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 non. Par contre, il y a des profs qui m'aident. S'il y a un truc que je comprends pas, si j'arrive sur un exercice et que je comprends rien du tout, je préfère qu'il y ait un prof qui m'explique pour que je comprenne.
Donc oui, sur ça, je m'aide un peu, mais sinon non, j'ai pas le livre, tous les fiches. Non. C'est ça qu'on aime, belle mentalité, Arthur. C'est bon, ça. Aujourd'hui, tu es avec Lacoste. J'ai vu qu'avant ça, tu étais avec ASICS. Donc, c'est déjà ton deuxième équipementier textile. Le troisième, parce qu'avant j'étais avec Babola aussi Ah, bah, en merveilleux. textile. Est-ce que suite à l'Open d'Australie, tu as eu beaucoup de propositions de partenariat aussi? Comment ça s'est passé? Non, 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 ben parce que j'ai signé avec Lacoste, c'était janvier 2019. Du coup, je suis toujours en contrat avec eux jusqu'en 2021, fin d'année 2021. Donc non, j'ai pas eu de Qu'est-ce que tu penses proposition. de cette marque? C'est quand même la classe. Et putain, c'est cool, non? Ouais, non, vraiment Lacoste, c'est trop la classe. C'est que ce soit en tennis, que ce soit en ville, en lifestyle, non, vraiment c'est une super marque. Ils se sont vachement améliorés, je trouve, dans le tennis, parce qu'avant c'est vrai que c'était vraiment très classique. Et maintenant, ça fait quelques années, ils font vraiment des tenues plus flashy, qui sont vraiment très stylées et super belles sur un court, je trouve. Tu jalouses pas Comment? trop Harold chez Nike ou une marque, on Ah va dire, non, ta non, personne? non, non, chez Lacoste, je suis vraiment très bien. Ok. Non, non, vraiment. Est-ce que est-ce que c'est toujours Euro Disney quand tu reçois un carton de fringues? Bah ouais, on est plutôt gâté. Je suis plutôt gâté avec Lacoste. Et donc ouais, ça fait plaisir. Yes. Thierry Tulane était intervenu dans l'équipe pour la gestion du téléphone portable. Il n'y a pas longtemps, Juan Carlos Ferrero a un peu balancé aussi sur la next-gen et la façon de canaliser sa concentration vis-à-vis des applis, des sollicitations en dehors du terrain. Comment tu gères, toi, ta concentration vis-à-vis vraiment du téléphone portable? Ouais, bah j'avoue que sur ce point, j'ai des progrès à faire parce que je passe énormément de temps sur mon portable, c'est vrai. Et j'essaye pourtant de passer moins de temps. J'ai la petite appli qui m'envoie des notifs quand je passe trop de temps. Mais il faut que je fasse un énorme progrès là-dessus parce que c'est sûr que ça bouffe beaucoup d'énergie et c'est hyper addictif, hein. C'est L'appli comme une t'envoie drogue. l'appli t'envoie une notif à partir de combien de temps par jour? J'ai une moyenne qui est affichée et ça, dès que je dépasse la moyenne, enfin l'heure de limite, ben, ça m'envoie une notification. Vous avez dépassé de 1 minute le Et temps et tous c'est les, combien leur limite? je crois que c'est 3h30. Donc déjà, c'est énorme. Donc moi, c'est ma moyenne, 3h30. Où est-ce que tu passes le plus? Je, j'ai- Est-ce que je passe le plus de temps ben, sur mes cours, sur mes cours, mais sinon sur le portable, je passe énormément de temps ben, les réseaux sociaux, Ouais. Instagram, Twitter, j'aime bien regarder tout et n'importe quoi. Ah oui, si, non, je dis, il y a aussi Twitch. Je passe énormément de temps sur Twitch. Les jeux vidéo, l'e-sport, j'adore. Ouais. Surtout Fortnite, la compétition Fortnite. Je suis toutes les compètes Fortnite, donc sur Twitch, je passe énormément de temps. Tes 3-4 comptes préférés sur Instagram, c'est lesquels? Qu'est-ce que je regarde beaucoup comme compte? Ben alors j'aime beaucoup Tennis Légende. Il y a beaucoup de vidéos insolites sur le tennis. Non, en plus c'est vrai, j'adore le contenu que vous faites. Je suis pas mal d'artistes que j'aime bien. Big Flo Oli. J'ai vu que tu jouais de la Euh, guitare, non? alors non, je jouais de la guitare. Ok. Je jouais avant. Là, ça fait 4 ans que j'en fais plus. Donc Ouais. là, mon niveau doit être exécrable. Mais je vais essayer dès que j'ai plus le bac, j'aurai un peu plus de temps. Je vais essayer de m'y remettre. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de m'y remettre parce que bah, j'adore la musique, le rap, j'adore tout style de musique et je trouve que c'est un milieu hyper intéressant, quoi. J'ai vu que Harold avait des tatouages. Toi, tu as des bagues. T'es un Ouais. artiste, en fait. Moi, je suis très bijou. J'ai eu plusieurs chaînes. J'ai 2 bagues. C'est vrai que je suis plus bijou que tatouage, Ok. mais bon, voilà. Pour terminer sur le tennis, comment a évolué ton rythme d'entraînement aujourd'hui, une journée type, bon, en dehors du confinement, hein. Généralement, tu es sur Ouais. une charge de travail de combien d'heures d'entraînement, que ce soit tennis? Euh, alors, une journée type, je fais à peu près 3h30 de tennis Ouais. par jour et 1h30 de physique. Tu fais quoi? Tu fais deux sessions de 1 heure, trois quarts? Je fais le matin, alors je fais l'après, je fais une session de 2 heures, 2h30 de tennis.
Ouais, Et le matin, 1 heure. d'accord. Et après, je fais 1 heure de physique l'après-midi aussi. Les cours, tu les cases à quel moment? Ben, les cours, je les casais le matin. Je faisais 2 heures de cours le matin et 1 heure le soir. Ok. Donc, c'était pas énorme. Et après, le week-end, j'en profitais pour bosser mes cours aussi. Un peu plus. Logiquement, si tu deviens très bon, tu vas gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses ou c'est encore trop loin? Comment tu vis ce genre de choses? Ben, forcément, mon objectif, c'est gagner Roland-Garros, gagner un grand chelem. Ouais. Donc, ben, forcément, on voit passer les sommes un peu astronomiques que peuvent avoir un vainqueur de grand chelem, mais c'est pas pour ça que je m'entraîne en fait. C'est plus pour la passion du tennis, genre le Graal de gagner un grand chelem quoi. Yes. Mais Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Est-ce que tu as déjà pris le boulard, Arthur? le boulard, je sais pas, faudrait demander à mes proches. Mais non, normal. J'essaie de peut-être. Ouais, il y a des moments où on a un peu la confiance, mais je pense pas que je suis pas une personne qui est le boulard entre guillemets. Non, non, je pense Quelle est pas. l'expérience la plus incroyable de ta vie? Bah du coup, l'Australie cette année, je pense que c'était l'expérience la plus forte en émotion. Toute la semaine que j'ai vécue en Australie, c'était exceptionnel. Et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. C'est un énorme souvenir. Comment tu gères les meufs sur le circuit? Ça reste entre nous, t'inquiète pas, hein. Ah, bah ça c'est confidentiel, ça. Ça c'est ce qui se passe en tournoi reste en tournoi, hein. C'est bon ça. Est-ce que tu es du genre à cuisiner un petit peu? Et si oui, quel est le plat que tu maîtrises le mieux? Alors ouais, j'aime bien cuisiner. D'ailleurs en tournoi, quand on loue un appart avec mon coach, j'aime bien faire la cuisine. Ma spécialité, moi, c'est le poulet saté. J'adore le poulet saté. Ok. Genre, en fait, c'est la première recette que j'ai faite il y a 3 ans. Ouais. C'est la première, j'avais suivi cette recette. Et depuis, j'aime bien la refaire pour des occasions. C'est quoi le secret? Donc faut laisser mariner le poulet. Après la sauce, faut faire la sauce saté. Donc il y a plein d'épices, c'est ce que j'aime bien dans le poulet saté. Par contre, elle est bon, c'est pas une recette que je vais faire la veille d'un match, hein. La sauce saté, elle est un peu lourde, hein, mais parce que beurre de cacahuète, un peu de piment, curcuma, et beurre de cacahuète, on en met une bonne dose, donc C'est bon. c'était ouais. Donc avant un match, je la conseille pas avant un match. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais, un seul en particulier? Alors, ben moi, un livre qui m'a marqué, ben forcément, en tant que grand fan de Nadal, ben c'est son autobiographie. Elle est ouf. Je dois l'avoir pas loin. C'est un livre, ouais, que j'ai adoré, que j'ai lu plusieurs fois. Parce qu'en plus, je suis pas un grand lecteur. Ouais. C'est pas mon truc, la lecture. Et par contre, j'ai pris énormément de plaisir à lire son livre. Un film référence? Alors là, par contre, je suis pas un grand lecteur, mais je suis un grand fan de cinéma, cinématographie. J'adore les acteurs, les films. Donc j'en ai énormément. Un seul. Il y en a un que j'ai adoré, c'était Green Book, que Ouais. je conseille d'ailleurs, qui a eu plusieurs Oscars, Ouais, qui est fabuleux. un très très bon film sur les États-Unis dans les années 60. Et vraiment, il est drôle. Les acteurs jouent super bien. Et vraiment, c'est un super film. Ah, il est magnifique, ouais. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté? Big Flo Oli. J'ai pas fait énormément de concerts. Le plus récent, c'était celui de Big Flo Oli. Déjà, je les adore, les deux frérots. Ils sont incroyables, je trouve, ce qu'ils dégagent en dehors de leur musique. Ils Ouais. sont vraiment, ils ont un grand cœur et ils sont super cool. Et vraiment, en concert, ils mettent le feu. Même si des fois, c'est vrai, ils sont un peu critiqués parce que leur musique peuvent être entre guillemets gentils, mais alors que déjà, je le trouve pas trop. Ils ont des super textes. Et vraiment, en concert, ils mettent le feu. C'est un truc de fou. C'est des super musiciens. Big Flo, lui, il fait de la batterie, du piano. Oli, il fait de la trompette. Et vraiment, en concert, ils mettent, avec tous les instruments, ils mettent le feu, quoi. C'est bon ça. Est-ce que tu pratiques la méditation? Méditation, non. Je fais du yoga, par contre. Ok. Donc, je fais, là, surtout pendant le confinement, je me fais 20 minutes de yoga tous les jours. Ouais. J'aime bien ça. En plus, je suis un peu raide, donc ça me fait du bien pour tous mes muscles, articulations.
fais avec Et, des vidéos YouTube ou tu fais comment? ouais, je me prends. Ce qui est bien maintenant avec Internet, c'est qu'on peut trouver tout ce qu'on veut. Donc je mets yoga, séance de yoga un peu, soit souplesse, soit anti-stress, méditation. Enfin, je varie et je me fais ça. Et après, sinon, méditation, non, non, j'en fais pas trop. À une époque, je faisais de la sophrologie, Ouais. mais j'en fais un peu plus trop. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au Arthur qui avait fait 4-6-3-6, qui était un peu dans le trou, qui jouait pas hyper bien? Aujourd'hui, tu lui conseillerais quoi? Comment tu le coacherais? Je lui dirais, ben, continue à prendre du plaisir comme tu fais, lâche rien et le travail, ben, il paie de toute façon un jour ou l'autre. Donc continue à travailler dur. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Ouais, il y a une citation que j'aime bien, que je me répète souvent, qui est intéressante dans le tennis et même dans la vie. C'est Ouais, la patience avec la patience. J'aime bien parce que sur le court, faut être patient, même dans la vie. ouais, C'est patience et longueur de temps ne font plus que force ni courage. C'est une situation hyper connue, mais je l'aime bien. bien vu. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir? Pour parler du circuit, bah alors je pense chez pro jeune n'importe. Peu importe. Que tu juges vraiment Euh, je pense intéressant. Elliot Benchetrit. C'est un mec hyper intéressant. Ouais. Il parle super bien. Il est très intelligent. Je pense que en plus bah, il est bien classé à l'ATP. Il est 200 donc il connaît bien le circuit, que ce soit ATP, Challenger, Futur, même les juniors, il les a joués. Et vraiment, il est super cool. Il a la tchatch. Non, c'est Trop bien. Elliot, c'est un bon gars. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, Arthur? Mon bac S, j'espère que je vais avoir mon bac S. Et après, ben on peut me souhaiter, je sais pas, Plus dingue. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue? de plus dingue, ben, j'espère un jour gagner un grand chelem parce que c'est mon rêve et je m'entraîne pour ça, je me donne tous les moyens pour gagner un grand chelem. Donc voilà, peut-être ça. Trop bien. Merci d'avoir pris le temps, c'était vraiment cool. Ben merci à toi. Comment? Tu fais pousser les cheveux un peu là ou comment ça se Ah passe? oui, oui, carrément là. Là, C'est bon ça. merci à toi, c'était sympa. Allez, Ok. ciao. Salut. Ciao, ciao, merci. Merci au tout meilleur d'avoir passé ce moment entièrement avec Arthur, ses cheveux longs et moi-même. Un big merci Arturo d'avoir pris le temps de nous permettre de mieux comprendre le circuit junior et de mieux te connaître par ailleurs. Si vous avez aimé cet échange, vous pouvez nous le dire avec un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et surtout vous lire chaque semaine nous booste à tout donner et à vous régaler à chaque épisode. Ça prend 4 secondes et demie et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vos commentaires font vraiment chaud au cœur. Un énorme merci à Antoine et Rémi qui nous ont soutenus cette semaine via la plateforme Tipeee, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte si tu veux nous aider. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. D'ailleurs, Rémi nous demande à quand un épisode avec Marc Rosset ou Pierre Paganini, le prépa physique de Roger. Les gars, si vous avez les contacts, surtout n'hésitez pas. Et plus sérieusement, envoyez une story Instagram ou deux aux invités que vous aimeriez voir intervenir sur le podcast. Qui sait, peut-être que ça les motivera. Voilà, on fait un break pour les vacances, les légendes. On vous retrouve à la rentrée de janvier. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et trouvez-vous un mur à la maison pour travailler votre volley. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.